C'est l'heure de l'information, le journal magazine avec Gabriel Attal. Gabriel, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. La chaîne israélienne 13 a publié de nouveaux extraits des interrogatoires dans le cadre de l'affaire 4000 contre Benyamin Netanyahou. Ils incluent les conversations entre l'ancien PDG de Walla, Shaul Elovitch, et son épouse. Benyamin Netanyahou a accusé l'Iran de continuer à mentir au sujet de ses ambitions nucléaires après une réunion organisée par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Benny Gantz, de son côté, a lancé sur Twitter « Nous devons accroître la pression et resserrer les sanctions. L'Iran représente une menace pour la paix dans le monde. » Et un séisme a fait 5 morts et plus de 300 blessés cette nuit dans le nord-ouest de l'Iran. Les dégâts matériels qui apparaissent limités se concentrent dans 2 localités, a indiqué la télévision. Les commémorations pour les 30 ans de la chute du mur de Berlin débuteront demain. Angela Merkel s'exprimera dans la chapelle de la Réconciliation dans la capitale. Le président Frank-Walter Steinmeier lui succédera à la porte de Brandebourg et un grand concert suivra. Et à la fin de ce journal, vous retrouverez l'édito de Serge Achdenberg et ensuite ce sera l'émission En toute liberté. Dov Zera reçoit Raphaël Yerushalmi. Radio J. Chanel 13 a publié plusieurs nouvelles transcriptions des interrogatoires dans l'affaire 4000 contre le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Les nouvelles informations d'enquête incluent les conversations entre l'ancien PDG de Walla, Ilan Yeshua, et alors propriétaire de Bezek, Shaul Elovitch, et son épouse Iris. Cette dernière, qui était très dominante dans l'axe Netanyahou-Bezek-Walla, a affirmé à Yeshua qu'il y a une colère envers nous. Là, ce n'est pas bon. Commençons une chronique, un article 2 fois par semaine. Netanyahou a déclaré en réponse à la publication des transcriptions d'hier soir qu'après avoir entendu les conversations, il est clair que c'est simplement un bavardage interne au sein de Walla qui n'a aucun lien avec toute action du Premier ministre en faveur de Walla ou Bezek. Benyamin Netanyahou a accusé l'Iran de continuer à mentir au sujet de ses ambitions nucléaires après une réunion organisée par l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Iran continue de dissimuler son programme nucléaire. L'Iran poursuit également et a même renouvelé son enrichissement illégal d'uranium qui vise uniquement à produire des armes nucléaires. J'appelle la communauté internationale à se réveiller et à rejoindre les États-Unis et Israël pour augmenter davantage la pression sur l'Iran. C'est un danger pour le monde entier, a conclu le Premier ministre. De son côté, Benny Gantz estime que l'annonce d'une reprise de son activité est un nouvel appel au monde. Nous devons accroître la pression et resserrer les sanctions. L'Iran représente une menace pour la paix dans le monde, a affirmé l'ex-chef d'état-major. Et puisqu'on parle de l'Iran, la République islamique a abattu un drone ce matin dans le sud-ouest du pays, près du port de Bandar e Machar, donnant sur le Golfe, selon des agences iraniennes. Selon l'agence Tasnim, proche des ultra-conservateurs et généralement bien informée sur les questions de défense, l'appareil a été abattu à l'aide du système de missiles Mersad. L'Iran a confirmé avoir abattu un drone appartenant à un pays étranger et a diligenté une enquête. Et pour conclure sur le volet iranien, un séisme a fait 5 morts et plus de 300 blessés dans le nord-ouest du pays cette nuit. Selon des informations de la télévision d'État iranienne, des images montrent des maisons effondrées ou endommagées de la région, semblant témoigner de dégâts matériels relativement limités. Des opérations de secours se déroulent dans 41 villages, mais les dégâts matériels qui apparaissent limités se concentrent essentiellement dans 2 localités, a indiqué la télévision. En politique, Benny Gantz a déclaré aujourd'hui qu'il envisageait des solutions de rechange pour la formation d'un gouvernement au cas où les négociations avec le Likoud n'aboutiraient pas. Ceux qui refusent de renoncer à un bloc dévitalisant, faisant référence au bloc de droite du Likoud qui comprend des nationalistes et les partis orthodoxes, et refusent de discuter en profondeur des contours à un futur gouvernement, ne sont pas vraiment intéressés par la mise en place d'un gouvernement, a lancé le leader de la liste bleu-blanc. 3 djihadistes présumés qui tentaient de passer illégalement en Égypte par le poste frontière de Rafah dans la bande de Gaza ont été arrêtés après un échange de tirs, selon des responsables de l'enclave palestinienne. Selon une source sécuritaire à Gaza, les 3 hommes sont des Palestiniens appartenant à un groupe salafiste extrémiste, terme utilisé par les autorités locales pour qualifier les partisans de groupes djihadistes internationaux.
Et Israël s'apprête à perdre 2 territoires à moins d'un miracle de dernière minute. Un accord territorial spécial défini dans le traité de paix israélo-jordanien de 1994 semble sur le point de se conclure dimanche lorsque les Israéliens ne pourront plus accéder aux terres de Naharaim et de Tzofar. La perte diplomatique fait suite à un moment de tension dans les relations israélo-jordaniennes et à un moment où Israël est dirigé par un gouvernement intérimaire depuis près de 11 mois. L'espérance de vie en Israël s'élève à 82,6 ans contre 80,7 pour l'ensemble des pays de l'OCDE selon un nouveau rapport publié hier par l'Organisation de coopération et de développement économique. Radio J, il est 14h07, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant pour la suite du journal. 14h08, Radio J, la suite du journal Gabriel Attal. Oui Philippe, cette histoire vieille de 2 siècles est méconnue à présent. Des musulmans se sont soulevés en 1819 contre un gouverneur ottoman qui avait menacé de tuer l'élite de la communauté juive de la ville. Pour marquer le bicentenaire de cette délivrance miraculeuse, les communautés juives et musulmanes de Bosnie ont organisé cette semaine une conférence sur ce Pourim de Sarajevo. À leurs yeux, un événement qui s'inscrit dans un modèle de coexistence des 2 communautés. Les commémorations des 30 ans de la chute du mur de Berlin ne débuteront que demain en Allemagne, mais déjà le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a mis en garde contre la Russie qui envahit ses voisins et tue ses opposants politiques, et la Chine accusée de porter une nouvelle vision de l'autoritarisme. Pompeo a également mis en garde contre l'intention des entreprises chinoises, en particulier le géant Huawei, de construire des réseaux 5G. Le secrétaire d'État américain s'est rendu hier soir à la synagogue d'Halle où avait eu lieu l'attaque antisémite le jour de Yom Kippour en octobre dernier. Et demain matin, Angela Merkel s'exprimera dans la chapelle de la Réconciliation, édifiée le long de l'ancien tracé du mur à Berlin. Elle sera aux côtés des dirigeants polonais, tchèques, slovaques et hongrois afin de souligner la contribution des États d'Europe centrale à la révolution pacifique de 1989. Le chef de l'État Frank-Walter Steinmeier, conscience morale du pays, lui succédera en début de soirée pour un discours à la porte de Brandebourg avant un grand concert. Les démissions au sein du Parti travailliste en Grande-Bretagne continuent. Une candidate aux élections du Labour en Écosse a quitté ses fonctions après que des propos antisémites ont été découverts sur son blog, comparant les actions d'Israël à celles d'un parent abusif. De la même manière que nous agissons contre la maltraitance d'enfants, la communauté internationale devrait intervenir au sujet des actions d'Israël, peut-on encore lire. Par ailleurs, hier, Ian Austin, un ex-ministre travailliste, appelait carrément dans les médias les électeurs à voter conservateur, jugeant Jeremy Corbyn incapable de remplir le rôle de Premier ministre, notamment en raison de l'antisémitisme qui empoisonne selon lui le Parti travailliste. Son appel a été relayé par un autre ancien député du Labour, John Woodcock. Et un nouveau candidat à la primaire démocrate, en effet, jugeant Joe Biden trop faible et Bernie Sanders et Elizabeth Warren trop à gauche, Michael Bloomberg envisage finalement de se lancer dans la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle 2020, ont indiqué hier plusieurs médias américains. Le septuagénaire, président fondateur de l'agence d'information financière qui porte son nom, avait annoncé en mars qu'il ne se présenterait finalement pas au vu des nombreux candidats démocrates déjà dans la course et pour ne pas saper les chances de l'ex-vice-président Joe Biden, l'un des démocrates les plus centristes. Mais selon des sources proches de l'homme d'affaires, citées notamment par le New York Times et CNN, l'ancien maire de New York rassemble désormais les signatures nécessaires au dépôt de sa candidature dans l'État de l'Alabama, qui requiert des candidats qui s'enregistrent au plus tard aujourd'hui. Et enfin en France, le prix Médicis est attribué à Luc Lang pour le livre La Tentation aux éditions Stock. Radio J, il est 14h11, c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retour de l'information sur Radio J à 15h et dans quelques instants, vous retrouverez l'émission En toute liberté. Dov Zera reçoit Raphaël Yerushalmi, mais tout de suite, vous retrouvez l'édito de Serge Hajdenberg. Shabbat Shalom à tous.